Bien, alors on vous souhaite la bienvenue. Alors dans l'ordre, on souhaite la bienvenue à Monsieur Aubert, donc le président de la commission paritaire nationale emploi, formation de l'audiovisuel, qui est un habitué. Il est passé du dernier rang au premier. Bravo. Vous devriez faire de la politique, vous, parce C'est qu'en une fulgurant. semaine. Bon, à Monsieur Claude Michel, le vice-président de la même commission, et à Madame Dominique Tronquenet, sa déléguée générale. Bon, Monsieur Aubert, vous connaissez le modus operandi. On vous propose de nous faire une présentation de votre organisation, de vos réflexions, de vos propositions éventuellement, et ensuite le rapporteur complétera le questionnement, et ensuite nos deux collègues pourront intervenir. Bien, écoutez, merci de nous recevoir à nouveau dans cette commission et là plus particulièrement pour la CPNEF de l'audiovisuel. Donc on va faire une intervention à trois voix puisqu'on est on est une structure paritaire, donc on est composé pour moitié d'employeurs et de salariés, donc c'est notre particularité. Parfois, entre employeurs et salariés, on a un certain nombre de consensus sur la formation et sur l'emploi, et parfois on n'en a pas. Ça fait partie du dialogue social et inhérent à nos formes d'organisation. Donc ce que je vous proposerai, c'est que notre délégué général, donc Dominique Trocnet, va vous présenter la CPNEF au niveau institutionnel, vous expliquer comment elle fonctionne, depuis quand elle existe, enfin, vous dire rapidement quels sont les principaux objectifs et pourquoi, quels sont les actes fondateurs de la CPNEF. Et puis après, on reviendra sur un ensemble de thèmes. Donc on a listé donc avec Claude Michel, donc ça sera un échange à deux voix, sachant qu'il y en aura un qui présentera un sujet, l'autre ne s'interdisant pas d'intervenir et vice-versa. Donc où on vous parlera de l'action que l'on a sur la structuration de l'emploi dans les secteurs de l'audiovisuel, donc à travers l'action que l'on a sur l'appareil de formation. Donc ça, c'est quelque chose d'important. On en parlera pendant un certain temps. Claude parlera, lui, plus particulièrement de l'apprentissage et de l'alternance dans nos métiers, des problématiques que ça soulève, et les travaux sur lesquels on travaille à l'heure actuelle. Et on aura un échange un petit peu plus long sur les actions sur l'emploi qu'a la CPNEF de l'audiovisuel. On parlera d'un certain nombre d'exemples qu'on a déjà traités sur la structuration des métiers, sur aussi les aspects de mutation technologique qui sont très importants aussi dans nos métiers et dans les processus de qualification, et on se livrera à l'habituelle séance de questions-réponses qu'on aura pu susciter au fur et à mesure de ces interventions. Donc je laisse la parole à Dominique. Est-ce que juste avant, Madame Trocnet, je peux juste vous rappeler qu'il n'est pas prévu qu'on réveillonne ensemble. Donc on en a bien conscience. On a bien compris la teneur de le volume et la puissance de vos réflexions, mais donc il faut juste les condenser. Voilà. Vous avez la parole. Je vais condenser alors. Donc en 5 minutes, je vais vous rappeler l'émission de la CPNE, en gros. Donc c'est une... non, non, mais c'est assez rapide. Voilà, l'émission et l'organisation de cette commission paritaire nationale emploi-formation de l'audiovisuel. Donc c'est une commission qui a été créée en juillet 2004 à l'initiative des partenaires sociaux du secteur de l'audiovisuel et du cinéma. Il faut entendre aussi le cinéma dans le terme audiovisuel. Qui s'est doté, donc, qui est composé de 17 organisations d'employeurs et de 7 syndicats de salariés. Je ne vais pas vous donner l'ensemble des organisations, mais en tout cas sur le site de la CPNEF audiovisuel, vous les avez. Donc je vous invite à les consulter. Cette CPNE est organisée en sous-commissions. Vous avez 5 sections professionnelles qui correspondent à 5 secteurs d'activité majeurs du cinéma de l'audiovisuel. Une consacrée à la télédiffusion, une autre à la radiodiffusion, une autre aux industries techniques, puis production cinématographique audiovisuelle, et enfin une 5e section dédiée aux journalistes audiovisuels, donc pas presse écrite. Puis des commissions transversales, puisqu'évidemment dans ces sections, un certain nombre de problématiques traitées par la CPNE sont transverses. Donc on a une commission dédiée aux problématiques de l'alternance et de l'insertion des jeunes, une commission dédiée aux problématiques d'emploi et le lien, l'articulation
entre l'emploi et la formation. Une commission sur les activités territoriales, parce que je pense que le président et vice-président en parleront brièvement également, mais nous avons des liens forts avec les conseils régionaux dans le cadre de contrats d'objectifs emploi-formation en région. Et enfin, une commission dédiée aux techniques numériques. Nous reviendrons aussi là-dessus, mais les secteurs que j'ai cités ont été fortement impactés, notamment les industries techniques, par le développement du numérique et l'arrêt de l'argentique, en termes notamment d'emploi, mais également de formation. La CPNE s'est aussi dotée d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de l'audiovisuel, dans lequel les membres, donc les partenaires sociaux de la CPNE, pilotent un certain nombre d'études. On vous donne quelques exemples. On a un panorama général des formations à l'audiovisuel. Actuellement, on a plus de 1072 cursus recensés sur l'ensemble du territoire national. On reviendra sur cette problématique de l'explosion, hein, quelque part, des formations qui mènent au cinéma et à l'audiovisuel. Donc plus de 1072 cursus de plus de 400 heures. Hein. Vous en avez encore en dessous de 400 heures. Nous avons un répertoire des métiers. Ça, c'est dans un souhait de structuration et aussi de lisibilité de nos métiers. Et puis, audiovisuel oblige, nous faisons des web documentaires sur les métiers de l'audiovisuel en rencontrant des professionnels en exercice. Machinistes, réalisateurs, comédiens, etc., etc. Tout ça est sur notre site. Et puis après, nous avons des études qui ont mené à un certain nombre d'actions, notamment des études sur les systèmes audiovisuels en réseau, avec l'apparition de l'informatique et des réseaux dans les systèmes audiovisuels, notamment en télévision. Ces études ont mené à une demande auprès du ministère de l'Éducation nationale pour refaire, revisiter, revoir le référentiel d'activité compétences du BTS audiovisuel. C'est ce qu'on a fait depuis 2-3 ans avec le ministère de l'Éducation nationale. Ensuite, on a eu tout un tas d'études sur des sujets plus précis. Je ne m'étends pas là-dessus parce que je sais que le président et le vice-président vont revenir sur ces sujets, notamment sur les laboratoires photochimiques qui ont été gravement impactés au niveau des emplois, et vous le savez, avec le déploiement du numérique et l'arrêt de l'argentique. Donc on a mené des études avec le Conseil régional Île-de-France d'ailleurs, avec l'État, la directe Île-de-France, et les partenaires sociaux de la CPNE, l'AFDAS, pour travailler sur ces problématiques d'emploi et de réinsertion du personnel des laboratoires. Voilà, d'autres actions, des CQP concrets. Juste une question très ponctuelle. Les dates de création de la CPNEF et de l'Observatoire, les deux, c'est conjoint. Et en gros, les budgets. Paritaire et son observatoire. Le budget de la commission paritaire est assise sur un pourcentage des masses salariales des entreprises de notre champ. C'est une cotisation donc obligatoire, hein, elle a été étendue, cette cotisation. Environ 200 000 euros pour la commission paritaire et l'observatoire environ 200 000 euros. C'est également une cotisation assise sur les masses salariales. Et la collecte est... C'est combien la cotisation ? Vous voyez, il y a un minimum de 15 euros annuel et il y a un plafond de 2 000 euros. Ouais. Bon, c'est très courant sur les cotisations liées au paritarisme et aux actions paritaires. C'est vrai que la grande particularité... D'accord, moi je suis président d'un syndicat d'employeurs, mais on est à 0,3 nous, donc... Oh, pas trop quand même. Vous avez... C'est plafonné à 2 000 euros. Et le minimum, c'est 15 euros. Parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de TPE dans le secteur, hein, de TTTPE même. Donc vous avez un minimum de 15 euros qui constitue d'ailleurs l'essentiel des ressources de la CPNE. Le plafond de 2 000 euros concerne quelques groupes, mais très peu, essentiellement les télédiffuseurs. Donc c'est... Allez, à la louche 10, on va dire 10 groupes essentiels qui payent effectivement 2 000 euros. Sinon, l'essentiel, c'est les 15 euros, c'est les toutes petites entreprises et qui relèvent essentiellement du champ de la production cinématographique et audiovisuelle. Voilà. Et l'observatoire, c'est l'AFDAS qui s'occupe
là par contre de la collecte pour le budget de notre observatoire qui est donc séparé du budget de la CPNE, même si la CPNE pilote son observatoire. À peu près donner les éléments essentiels, je pense. Merci. M. Aubert. Alors, si on veut compléter un petit peu sur ce sujet, ces budgets nous permettent aussi d'avoir des permanents en termes directement qui travaillent pour la CPNEF. Donc, on a Dominique Trocnet qui est délégué général et on a une assistante aussi qui s'occupe en fait de tout le travail permanent qu'il y a au sein de cette commission. Donc, aujourd'hui, ces budgets nous ont permis de faire face à un certain nombre d'actions qui ont été et qui seront. Je dois dire que on n'a pas chroniquement de problème de financement à l'heure actuelle. On a même plutôt des problèmes de développement, d'organisation et de maintenir un rythme important pour justement absorber ces budgets. Donc c'est plutôt de ce point de vue-là satisfaisant. Sur ce point, je voulais juste revenir aussi, c'est que vis-à-vis des études, on a aussi des études qui sont très importantes sur certaines thématiques. Je pense celles qu'on mène aujourd'hui sur l'égalité homme-femme dans l'audiovisuel, parce que vous n'êtes pas sans savoir que les métiers de l'audiovisuel sont des métiers extrêmement masculins. On a à peu près 60% des masses salariales du secteur qui sont occupées par des hommes, 40% par des femmes. Et quand on regarde sur les métiers, on assiste quand même à une forte sexualisation d'un certain nombre de métiers. C'est-à-dire que certains métiers étant occupés pratiquement que par des femmes et d'autres métiers pratiquement que par des hommes. Donc là, c'est un sujet aussi qui a été porté paritairement. On travaille sur ce dossier et on s'est adjoint les compétences de l'EHESS donc sur cette étude, donc qui représente quand même une part du budget très important de l'Observatoire des métiers et de la CPNEF de l'audiovisuel. Donc moi je voudrais vous parler un petit peu plus avant de notre action que l'on a actuellement sur l'appareil de formation, puisque quand on parle métier, quand on parle entrée dans l'emploi, on parle aussi derrière formation initiale, de savoir comment arrivent nos professionnels dans nos métiers, par quel biais, qu'est-ce qui fait qu'on a plus ou moins de professionnels qui veulent travailler dans nos métiers, avec le prisme que vous avez pu un petit peu toucher du doigt, c'est qu'on a des métiers quand même qui sont très attirants au niveau de l'audiovisuel, et ça je pense que c'est un lieu commun de le rappeler, font partie des métiers vocation, des métiers entre guillemets en vie, et que derrière aussi on a une foultitude de formations, on a une foultitude d'écoles, d'établissements qui agissent. Et nous, notre ambition en termes de CPNEF, c'est d'apporter aussi un petit peu de clarté là-dedans et d'apporter aussi de rénovation sur le niveau des diplômes et de permettre que tout le monde s'y retrouve et derrière, ce soit des formations qui soient efficientes pour les jeunes et qui leur débouchent sur un véritable emploi. Donc on a différentes actions. Par exemple, la CPNEF est consultée par la CNCP, la Commission nationale de la certification professionnelle, sur l'habilitation des titres. Donc on a dû rendre un certain nombre d'avis. Je dois dire qu'aujourd'hui, cette procédure, même si elle nous implique et nous induit, n'est pas non plus complètement satisfaisante, puisque c'est un avis qui nous est demandé. On n'est pas, la CNCP après reste, on va dire, libre de sa certification ou pas d'une formation et d'un titre et d'un diplôme. Mais derrière, on a su aussi lier un certain nombre de liens avec cette commission pour permettre aussi d'apporter la vue des professionnels de l'audiovisuel sur la certification de diplôme. Donc c'est vrai que si on avait aussi plus d'actions on va dire, par des réseaux institutionnels, via la CNCP aussi pour permettre la certification de ces diplômes, ça renforcerait aussi grandement l'action de la CPNEF de l'audiovisuel. On a eu l'action avec le ministère de l'Éducation nationale sur la réforme des BTS métiers de l'audiovisuel. Donc c'est une réforme qu'on a conduite depuis un peu plus de 2 ans via des groupes de travail où étaient présents des professionnels de l'audiovisuel. Et tout l'enjeu de ces BTS était d'inclure les nouvelles techniques numériques, de permettre que ces techniques numériques soient bien prises en compte et que derrière, on ait des jeunes qui sortent avec ce diplôme, qui trouvent un emploi et qui puissent s'insérer facilement dans nos métiers. On a toujours un petit peu plus de difficultés à atteindre les universités, puisqu'elles sont pourvoyeurs d'un grand nombre de formations dans le secteur. Bon, néanmoins, les universités ont leur autonomie, peuvent créer leur diplôme derrière. Alors on est parfois consulté par un certain nombre de ces universités sur l'opportunité de créer des titres,
Mais aussi, on ne peut pas empêcher une université de créer un titre, un métier de l'audiovisuel, si elle en a l'envie ou si aussi derrière elle en a l'opportunité. On a une action aussi derrière nous directement sur la création de CQP, donc de certificats de qualification professionnelle. Donc le but du CQP pour la CPNF, c'est de créer entre guillemets des certificats là où il n'y a pas de diplôme pour certains professionnels, et c'est vrai que c'est dire un prisme très très important dans nos métiers. On a tout un tas de métiers où il n'y a pas de formation initiale ou très peu. Donc on a une action là-dessus. Par exemple, c'était vrai sur le métier d'animateur radio. C'est-à-dire que vous n'aviez pas de formation initiale reconnue sur ce métier. Et les professionnels et les organisations d'employeurs et de salariés de ce secteur et de cette branche ont décidé de créer un CQP avec un cycle de formation validé, avec un établissement qui a été sélectionné pour ce CQP, et derrière des promotions annuelles sur ce titre qui permettent de donner via un parcours en alternance cette qualification professionnelle sur un métier qui est quand même très très compliqué d'appréhension et très volatile. En ce moment, on a une étude d'opportunité au niveau de la CPNF sur la création d'un CQP pour la profession de machiniste du cinéma et de l'audiovisuel. Alors les machinistes, c'est véritablement les salariés qui vont installer tous les appareils de tournage, tous les appareils de levage, les grues, et qui vont les faire fonctionner sur un tournage. C'est un métier sur lequel on rentrait beaucoup aujourd'hui par cooptation, parce que c'est un phénomène qui est très important aussi sur les métiers de l'audiovisuel, et où derrière, il n'y a pas de reconnaissance d'une formation, ce qui est compliqué pour ces personnes en termes de construction d'un parcours, et qui nous semble important. Alors là, on est vraiment au tout début de la construction de ce CQP, puisqu'on fait une étude d'opportunité pour savoir sous quel cadre, comment on peut créer cette formation, sous quels enjeux, et de pouvoir serrer aussi une formation qui puisse être effective et qui puisse permettre aussi l'accès à cet emploi. Sur toute cette action vis-à-vis de l'appareil de formation, nous derrière, on a des niveaux d'intervention qui sont très divers, et vous pouvez le voir. Soit on a un niveau d'intervention où on fait des choses, c'est la création du CQP, où on est consulté, c'est l'avis de la RNCP, où on est invité à travailler dans les groupes de travail, c'est la relation qu'on a avec le ministère de l'Éducation nationale. Mais derrière, il y a aussi tout un pan de création de diplômes sur lequel on ne peut pas avoir d'action, puisqu'on n'est pas véritablement référent, puisque derrière, on ne peut pas, entre guillemets, participer à la création de ces titres. C'est par exemple tout ce qui est lié aux établissements privés, qui soit s'accole à des diplômes nationaux, soit crée des titres d'établissement, et sur lequel on n'a aucune vision vue, et ce qui représente aujourd'hui beaucoup, le gros des titres du secteur. Alors il y a des établissements privés avec lesquels on travaille, donc qui nous consultent, qui sont généralement ceux qui sont les plus connus sur la place, les plus établis, et qui ont les meilleurs taux d'insertion professionnelle. Après, c'est toujours très très compliqué, chaque année, on voit la création d'un certain nombre d'écoles de cinéma ou d'audiovisuel, alors de façon un petit peu erratique, et que sur ces créations, après on a strictement aucun regard sur la qualité de la formation, sur la qualité des débouchés, et que on ne peut pas, c'est très compliqué de connaître véritablement l'action de ces écoles et leur insertion dans le métier. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui assez problématique sur un terreau aussi où derrière vous avez quand même on va dire plus de demandeurs de formation que de véritablement d'offreurs et de postes, et qui nous soucie beaucoup au niveau de la commission, sans qu'on ait encore aujourd'hui trouvé des solutions pour pallier cette difficulté. Je vais laisser la parole à Claude Michel qui va vous parler plus de notre action et qui va vous refaire aussi un descriptif des différentes actions qu'on a via les régions. Oui, alors il faut peut-être que je sois très très court pour vous laisser la place à des questions. On a organisé un colloque il y a un an sur les questions de l'alternance, les contrats de pro et l'apprentissage, puisqu'en fait ce sont des voies d'accès au métier de l'audiovisuel qui sont très peu utilisées.
Il y a très peu de formations via l'apprentissage. Il y a très peu de contrats de pro. Et on s'est interrogé, on a fait une étude avec un prestataire, et on a tenu ce colloque qui nous a permis de confirmer les difficultés de cette voie d'accès, qui sont liées à de multiples facteurs, mais il y en a deux qui sont très importants. Le premier, c'est évidemment l'aspect non pérenne de l'activité de production cinématographique et audiovisuelle, souvent. Et donc, c'est un problème quand une entreprise doit prendre un apprenti. Et en l'absence de groupement d'employeurs, quasiment. D'ailleurs, on est en train de travailler avec la région Île-de-France et la région Rhône-Alpes sur ces questions-là pour aller vers la mise en place de groupements d'employeurs. Parce que, si vous voulez, c'est pour une petite entreprise qui n'a pas une activité permanente et régulière, c'est même pas la peine d'imaginer de prendre un apprenti, d'avoir un tuteur qui va suivre l'apprenti, etc. Ça, c'est la raison fondamentale. La deuxième raison, il ne faut pas le cacher, c'est que finalement, pour beaucoup d'entreprises, l'intermittence de l'emploi est tellement facile et tellement commode parce qu'on a un vivier de professionnels de tous les âges, avec toutes les qualifications requises, etc. Et il suffit de venir piocher dans le vivier pour finalement occuper les postes, quoi. Et donc, on se plaint globalement, je crois que Jacques ne sera pas contre ce que je vais dire, mais on se plaint globalement d'une implication insuffisante des partenaires sociaux en général, et pour le côté employeur, je peux le dire aussi du côté salarié, mais on a quelques employeurs et quelques regroupements d'employeurs qui s'intéressent aux enjeux de formation, mais finalement, ils considèrent qu'avec ce que fait l'éducation nationale, ce que font les écoles, plus le système de l'intermittence, ben voilà, ça suffit. Et donc, ils surinvestissent pas ces enjeux-là. Et notre problème, c'est d'arriver à faire en sorte que d'ailleurs, ils investissent davantage ces enjeux. Puisque j'ai la parole, je voudrais dire un mot de la... Parce que là, on parlait de la formation, mais il faut aussi parler des métiers. Et si vous voulez, globalement, je le dis au titre du collège salarié, nous déplorons beaucoup l'habitude qui s'est faite là où ce n'était pas forcément l'habitude du tout intermittent, si vous voulez. Hein. Alors autant dans la production cinématographique, on a depuis longtemps utilisé le recours à l'intermittence de l'emploi, même si ça ne se justifie pas sur tous les postes. Par exemple, il n'est pas forcément légitime qu'un directeur de production soit à tous les coups intermittent. Quand on sait que souvent il a son poste de travail, son bureau et son téléphone dans son entreprise, même si elle est petite. Vous voyez. Mais ça fait beaucoup de mal, cette histoire de recours à l'intermittence, parce que finalement, tout le monde s'habitue à ce que les salariés du champ soient intermittents. Voyez. Et finalement, voilà, comme je le disais, on a le vivier des intermittents, puis on pioche dedans. Voilà. Et puis on a la responsabilité que l'on a vis-à-vis de cette main-d'œuvre, elle est évidemment déléguée ou mutualisée à des structures comme la nôtre ou à l'AFDAS ou d'autres. Voyez. Et on a fait, heureusement, grâce aux efforts des partenaires sociaux, beaucoup de progrès sur les droits sociaux, mais c'est quand même un vrai problème. Et après, on va être confronté, puisqu'on a appris aujourd'hui que les débats à l'UNEDIC vont démarrer dès le premier trimestre, hein, comme vous le savez. Oui, manifestement, ça va démarrer plus tôt que prévu, et pas sur les annexes, mais sur la Convention générale. Et on ne voudrait pas, alors que, ici, des personnes que j'ai cru rencontrer il y a une dizaine d'années, bientôt... Non, ça démarrait au premier trimestre. Ouais. Oui, mais on ne pensait pas que ça allait démarrer si vite. Et ce qu'on entend dire à travers les rapports publics, tout ce que vous connaissez, hein, j'insiste pas, c'est quand même le risque qu'on n'aille pas vers la fameuse PPL ou vers l'expertise de propositions alternatives, mais vers des mesures plus draconiennes, puisque s'il faut mettre de l'ordre sur ce milliard d'euros de déficit, on risque par exemple de voir la dégressivité revenir sur l'UNEDIC et appliquer à l'intermittence, on irait vers une précarisation accrue des professionnels. Si vous voulez, ce que l'on sait, ça a dû vous être dit, mais on a des études publiques, on le sait, hein, les métiers d'artistes dans notre champ ont été particulièrement impactés par les réformes de 2003. On a fragilisé, on a précarisé les artistes, et on le voit comment ? On le voit par les durées moyennes de travail. C'est-à-dire que les durées moyennes de travail sont très faibles chez les artistes. Je regardais aujourd'hui des chiffres. On a enfin, si vous pouvez nous aider à avoir les chiffres réels du côté de Pôle emploi, parce que nous, ça fait 3 ans qu'on les a demandés. Et je peux vous assurer qu'on a même, de l'époque du directeur Charpie, une lettre comme quoi on devait avoir les chiffres. On ne les a pas eus, toujours pas eus depuis 3 ans. Mais ce qu'on vient d'avoir là ces derniers jours, c'est un turnover. Les chiffres montrent qu'il y a un turnover considérable dans ces professions. Et c'est quand même un drame. Parce qu'en gros, c'est difficile de rentrer, surtout si vous arrivez d'une école où la formation n'a pas été formidable, hein, où on vous a demandé 6 000 euros par an pendant 3 ans, et puis après, débrouillez-vous. Bon. Et d'ailleurs, dans ces écoles, quand on leur demande ce que deviennent les jeunes, ils nous disent ils sont intermittents,
Il n'y a pas de problème, ils sont intermittents. Ce qui ne veut strictement rien dire, puisque je peux être intermittent si j'ai travaillé 2 jours. Hein. Mais en fait, je ne suis pas intermittent, je ne suis pas indemnisable, etc., etc. Donc les jeunes ont du mal à rentrer. Une fois qu'ils sont un peu professionnalisés, qu'ils ont pu rentrer pendant plusieurs années, ils se sont mis en concurrence avec des plus jeunes, qui eux sont moins regardants sur les salaires, finalement, parce qu'ils veulent se mettre le pied à l'étrier. Et on a des exemples sidérants de gens qui sont prêts à travailler pour pas grand-chose, malgré les accords collectifs, parce qu'ils veulent absolument rentrer, quoi. Ils veulent faire un premier film, ils veulent être sur ce qui est parfaitement humain, etc. Mais ce qui nous pose plein de problèmes, vous voyez, sur la mise en concurrence des salariés. Sachez, vous le savez, qu'en plus, il n'y a aucune ancienneté reconnue. Je suis depuis 20 ans intermittent, je suis exactement comme celui qui rentre pour la première fois. Je n'ai pas d'échelon dans mon métier, des échelons de salaire, je n'ai pas d'ancienneté reconnue, et si j'ai un coup dur, le filet de protection, le fonds de professionnalisation qu'on a pu mettre en place grâce à l'aide des pouvoirs publics, il est tellement modeste que je vais vers la sortie. Et on voit dans les métiers artistiques beaucoup de professionnels quitter très vite les métiers, et surtout après 45 ans. Donc donc autrement dit, c'est difficile de rentrer, c'est difficile de rester, et c'est quasiment extrêmement difficile d'y rester après 45-50 ans. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Parce que nous, on veut professionnaliser, on veut déprécariser ces métiers, et ça ne peut pas continuer comme ça, si vous voulez. Il y a un phénomène de lessiveuse, j'appelle ça la lessiveuse. Et on a besoin d'avoir des chiffres précis là-dessus. Ça rentre toujours plus, et ça ressort toujours plus. Vous voyez, et ça tourne. Et entre-temps, nous, on est là pour professionnaliser. Vous voyez les problèmes qu'on peut avoir. Si. Juste si tu permets, je voulais poser une question à Mme Trognay. Vous avez évoqué la situation des personnels des laboratoires argentiques. Bon, et surtout que j'avais été sensibilisé au problème des laboratoires éclairs. Et vous pensez que ces personnels peuvent être recyclés dans quel métier? Alors, est-ce qu'il y a un dispositif particulier? C'est M. Aubert. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce qu'à l'époque où s'est posée cette question-là, je travaillais pour la FICAM et que je me suis occupé, entre guillemets, enfin, pas entre guillemets, je me suis occupé de ce dossier et qu'on a eu des réflexions au niveau du syndicat patronal qu'on a fait remonter à la CPNEF et on a eu, on va dire, une action paritaire sur ce point. C'est-à-dire qu'on a eu une étude sur justement la reconversion de ces personnels des métiers du film. Et derrière cette étude, elle a permis de déboucher sur la création d'une plateforme des industries techniques, de reconversion et d'aide au parcours pour ces salariés, où on a eu du financement de la formation professionnelle, on a eu du financement FSE, on a eu un financement du Conseil régional Île-de-France. Ça nous a permis cette mobilisation de moyens, et ça a été une action assez importante et qui a existé depuis 2009 jusqu'à cette année, de permettre de reconvertir un volume de 600 salariés travaillant dans des laboratoires ou dans la post-production, qui sont des salariés permanents, généralement, puisque ce sont des CDI, c'est des métiers très industriels, des métiers du cinéma, donc c'était des opérateurs qui étaient chargés du développement des films argentiques et du tirage des copies en salle. Derrière, il y a eu un certain nombre de rebondissements sur ce sujet. Il y a eu des défaillances d'entreprises. Ça n'a pas uniquement concerné que le groupe Éclair. Le groupe Éclair a réussi à se pérenniser dans le temps et a réussi aussi à avoir une mutation technologique. Il y a eu des moyens qui ont été mis en place, par exemple sur le laboratoire GTC, donc, qui était en état de cessation des paiements. Je crois que c'était à l'hiver 2011. On a une grosse mobilisation de la profession, justement, pour permettre d'aider à la formation de ces parcours. Et on a eu aussi des actions sur le laboratoire LTC, qui lui-même était aussi en fermeture, et où il y a eu des actions via la plateforme et avec le CNC qui ont permis aussi d'aider à la reconversion. Alors, après, sur ce dossier-là, il y a eu des choses de fait, il y a eu des gens qui en ont profité, qui ont trouvé des nouveaux métiers. On a été confronté aussi à beaucoup de gens qui avaient beaucoup de difficultés de faire leur deuil de leur ancien métier, puisqu'il faut savoir que c'est des professions où on était ouvrier du film de père en fils quasiment. On avait une moyenne d'âge d'à peu près 45 ans, avec des gens qui étaient là, grosso modo, depuis à peu près une vingtaine d'années dans les entreprises. Donc quand on a 50 ans, c'est pas toujours facile de se repositionner sur un nouveau métier alors qu'on a fait ça toute sa vie. Donc, mais néanmoins, et je
je pense qu'il faut le mettre aussi à l'action des partenaires sociaux. Les organisations patronales, les organisations salariées aussi ont joué le jeu. Il y a une mobilisation et des choses qui ont été faites de ce point de vue-là. Peut-être juste préciser aussi ce qui a été extrêmement intéressant sur ce dispositif. Oui, pardon. On ne m'entend pas. Bon. Donc, ce qui est extrêmement intéressant sur le dispositif de cette plateforme RH, telle qu'on l'a nommée, c'est le maillage et le travail qu'on a pu faire entre les partenaires sociaux, effectivement employeurs et salariés, comme Jacques vient de le rappeler, mais également avec le Conseil régional, avec la Directe, avec Pôle emploi, ce qui était un dispositif un peu précurseur. On est une des 5 branches à avoir bénéficié de la convention tripartite État, région, Île-de-France et partenaires sociaux pour répondre à la situation de crise, puisqu'à la conjoncture. Donc nous, on avait une conjoncture due effectivement à cet impact technique, mais également, ça répondait aussi à un problème structurel, faut le dire aussi. Moi, ce que j'ai trouvé personnellement intéressant dans ce dispositif et assez novateur, et je sais que le Conseil régional et l'État sont particulièrement intéressés pour maintenir, voire développer ce type de dispositif, c'est justement le maillage entre les offres de services et les financements qui existent en termes de sécurisation des parcours, en termes de reconversion, puisqu'on a réussi à la fois travailler avec des personnes sous statut salarié, mais à ne pas, entre guillemets, les lâcher une fois qu'ils étaient donc licenciés, qui relevaient du cadre de Pôle emploi. Donc tout ce qu'on a pu faire en amont du licenciement a été pérennisé, suivi dans un travail de continuité entre les partenaires sociaux dans le cadre de la CPNE, le Conseil régional, Pôle emploi et la Directe, et l'AFDAS, notre cas. Et on a eu des maillages en termes de financement, des maillages en termes, je dirais, le FSE également, donc en termes de financement, un maillage fort, mais aussi en termes d'accompagnement pour que la personne n'ait pas 36 000 guichets. Je ne sais pas si c'est extrêmement clair, mais je trouvais que le dispositif... Oui, juste un mot, c'est qu'en fait, très peu, pour vous répondre précisément, très peu ont retrouvé du travail, ou un emploi plutôt, dans la branche audiovisuelle. On a tenté, mais ça a été souvent complètement à l'extérieur avec des reconversions lourdes et des CIF, des périodes de pro. Vous voyez, mais il s'est avéré parce que le niveau de qualification était très bas et c'était des gens qui étaient sur des métiers très taylorisés, sans grande formation depuis des années et des années. Donc c'était très difficile. On a tenté de les reconvertir dans la branche de la chimie, mais ça ne s'est pas fait. Les principaux projets de reconversion qui ont abouti, où les gens ont retrouvé un emploi derrière, ça a été les métiers du bâtiment, les métiers de la restauration, les métiers de l'industrie, les métiers de la logistique, parce qu'effectivement, on partait d'un emploi industriel et on partait de niveaux de qualification qui étaient bas ou voire même inexistants pour certaines personnes. Donc là-dessus, c'était très très compliqué de leur redonner un travail dans les métiers de l'audiovisuel parce qu'il y avait un gap qui était trop important. Mais moi, je pense que l'important, c'est que les gens ils aient retrouvé du travail derrière. La plateforme est toujours en activité et on a d'ailleurs, on a créé une deuxième plateforme avec un opérateur qui double l'activité, qui essaie de faire mieux que Pôle emploi en réalité, qui fait peut-être pas mieux, mais qui est une plateforme d'accompagnement post-formation. Parce que si vous voulez, le gros problème qu'on a en France souvent, c'est qu'on met les gens en formation quand ils sont sans emploi, puis ensuite, une fois que la formation a eu lieu, on leur dit débrouillez-vous. Et là, nous, on s'est dit il faut les accompagner après la formation pour les aider à retrouver un emploi. Et on est en ce moment-là sur ce schéma-là, sans trop vous dire si on a accru l'efficacité. Bien, alors, c'est au rapporteur. Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Donc, merci pour toutes ces informations. Avec une petite inquiétude, je reviens un petit peu en arrière à la fin de votre propos, parce que je crois qu'on est arrivé au cœur de notre sujet, avec une petite inquiétude, parce que vous avez l'observatoire, mais vous n'avez pas les chiffres, ce qui est un peu inquiétant. Donc, il faut peut-être qu'on vous aide du côté de Pôle emploi. Alors, je suis aussi dans une mission sur Pôle emploi, j'arrête pas de les voir, c'est dommage. On a vu l'ancien, le nouveau aujourd'hui et ce matin. Bon. Plus sérieusement, enfin c'est très, très sérieux, je voulais savoir si vous aviez des outils conventionnels spécifiques à votre secteur. Je pense par là, est-ce que l'obligation légale de formation, elle est du droit commun ou elle est un peu plus, parce que justement il y a la question de l'intermittence, si on pouvait avoir un mot là-dessus. Est-ce que vous avez, on n'aura pas le temps de les développer, vous êtes lancé dans des EDEC, des ADEC,
un soutien à les GPEC, des choses comme ça. Sur la formation, en un mot, j'ai cru sentir que c'était quand même plus dans votre secteur les techniciens que les artistes qui bénéficiaient. Enfin, dites-nous, il y en a un qui fait oui, l'autre qui fait non, donc c'est très visuel, hein, c'est bien. Et qui donnait et puis une estimation. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de monde qui va en formation ou non, il faut faire un effort, enfin, pareil, artistes, techniciens. Et on n'aura pas le temps de développer, mais en un mot, vous en avez parlé, mais réflexion lapidaire sur la qualité, la quantité de l'offre de formation. Et puis surtout, est-ce que vous pouvez nous répondre sur, justement, par rapport à la montée de la précarité, notamment liée au dispositif du CDDU, de l'intermittence, disons-le franchement, finalement, est-ce que vous êtes parvenu à définir une politique, peut-être pas du genre, est-ce qu'il faut insérer, c'est quand même aider les gens qui y rentrent, donc et les aider à se former, donc aller les insérer, les professionnaliser, ou est-ce qu'au contraire, il faut aussi avoir une politique on l'a dit sur l'argentique, une politique de conversion et de reconversion. Enfin, est-ce que vous êtes arrivé à... C'est pas simple, alors c'est pas simple et c'est pas facile de savoir lequel des trois répond, mais voilà, c'est ça. Mais c'est quand même un peu le cœur de notre sujet parce que après, comment la politique de formation peut être une réponse à une forme de précarisation, puisque vous nous avez fait le diagnostic, si je puis dire. Alors, sur les aspects conventionnels, on n'est pas du tout au Code du travail, hein, puisqu'on a des accords formation, on a des cotisations qui vont au-delà des cotisations du Code du travail, qui sont des cotisations conventionnelles. On a construit des dispositifs typiques aussi au niveau des intermittents, puisque la difficulté que l'on avait, c'était du fait de leur récurrence d'emploi et du fait qu'ils n'étaient pas chez le même employeur pendant une période très longue, il fallait organiser le départ en formation. Donc sur les aspects intermittents, on a été un petit peu les pionniers de la portabilité, je pense qu'on peut le dire, sur le DIF, sur le plan de formation, sur les périodes de pro, sur le CIF, puisque les salariés intermittents ont accès à tous ces dispositifs de formation qui existent, entre guillemets, pour les salariés de droit commun. Il n'y a aucune barrière aujourd'hui. Et ce qu'on a dû créer en termes conventionnels, c'était l'absence, à un moment ou à un autre, de formation chez un employeur, puisqu'il passait d'un emploi à l'autre, et de traiter ces périodes de formation entre des contrats de travail. Donc c'est vrai que la solution qu'on a apportée, c'était de créer ces choses-là et de gérer ces choses-là par le biais de commissions paritaires, donc qui siègent aujourd'hui à l'AFDAS, définir aussi certaines priorité de formation au niveau des CPNEF qui renvoient aux commissions paritaires et qui les reprennent au niveau de l'AFDAS. Donc il y a un travail en fait de gestion sociale qui se fait par l'intermédiaire de notre OPCA et qui permet aussi de dépasser un petit peu l'absence d'employeur à un moment ou à un autre. Et c'est harmonisé sur les 5 conventions collectives, enfin 5 ou 6, je ne sais plus où on en est. Au niveau de l'AFDAS, c'est moi. En fait, au niveau de l'AFDAS, vous avez deux grandes divisions. Vous avez l'audiovisuel au sens large, vous avez toutes les branches de l'audiovisuel et du cinéma, et vous avez le spectacle vivant au sens large. Vous avez toutes les branches du spectacle vivant. Et à l'intérieur de ces deux grandes sections, les dispositifs sont déclinés, les commissions existent. Donc Oui, il n'y a pas de différence d'un secteur à l'autre. On a même mis en place des dispositions un petit peu autres, puisqu'il y a aussi un dispositif de formation qui est le plan de branche, donc qui existe, qui est alimenté par une cotisation spécifique et qui permet d'abonder les plans de formation d'entreprise et les plans d'entreprise sur des thématiques de formation définies par les branches professionnelles, donc sur à chaque fois des priorités qui ont été décelées par les partenaires sociaux sur tels axes de formation. Ça, c'est véritablement là-dessus, je veux dire que le système fonctionne et il fonctionne de façon satisfaisante. Sur les aspects de pérennisation d'emploi, je dois dire aussi qu'il y a un ensemble de branches. Bon, moi, je parle plus pour la production audiovisuelle parce que maintenant, je suis représentant de cette branche.
Faut bien constater aussi qu'il y a un ensemble de métiers qui ont été pérennisés dans les entreprises, qu'il y a aussi eu une montée de l'emploi permanent dans ces branches-là, qu'il y a une structuration qui s'est créée, et qu'aujourd'hui, les salariés intermittents sont liés autour d'un projet, d'un objet, de réalisation d'un programme, et que vous avez quand même dans ces entreprises-là de production des structures permanentes. Je veux dire, par exemple, une entreprise comme Endemol France, ils ont à peu près 150 salariés permanents. C'est pas non plus une petite entreprise. Vous en avez aussi d'autres dans la production de fiction. Enfin, Donc, combien d'intermittents? toujours très compliqué de vous donner des équivalents temps plein, mais derrière, on peut voir qu'il y a quand même une structure permanente d'entreprise qui fonctionne et qu'il y a des postes qui sont mutualisés à l'intérieur de ces productions sur ces structures. On a d'autres exemples aussi de tournage de jeux où effectivement il y a des techniciens qui sont des salariés permanents. C'est pas une montée non plus, une hyper précarisation, et c'est vrai que c'est le point sur lequel je suis pas du tout d'accord avec Claude Michel, mais bon, il faut bien qu'il y en ait. Mais qui vous l'a dit précédemment. Sur les autres sujets, donc vous vouliez savoir par rapport à la formation, à la structuration. J'avais une deuxième question que vous aviez posée. En gros, quel est votre... alors, je ne sais pas si vous avez abouti, mais quel est votre... alors, sinon, chacun de son point de vue, sur la politique de formation qu'il faut mettre en place. Est-ce qu'il faut professionnaliser au risque, en gros, de faire rentrer beaucoup de gens qui, finalement, on aura formé, et puis on élargit le volant d'intermittents, hein, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, il faut avoir une politique plus fine? Certes, il faut professionnaliser, mais professionnaliser les vrais professionnels. Enfin, comment vous menez cette réflexion-là, et est-ce que... Alors après, la formation professionnelle, elle fonctionne pour des gens qui ont des droits à la formation professionnelle, donc qui sont déjà salariés de nos secteurs. Donc c'est vrai que là-dessus, on ne peut pas non plus arriver de l'extérieur en disant à l'AFDAS, je vais te former un métier de l'audiovisuel. Enfin là-dessus, c'est pas possible. Alors, après, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin de marquer des compétences dans leur métier de l'audiovisuel. Ça, c'est les dispositifs du plan de formation qui y répondent complètement. Mais on a aussi des gens qui veulent quitter ce métier parce que soit ils sont dans une rupture technologique. On a eu par exemple dans les années 90 les monteurs, donc qui passaient du montage fait sur la pellicule au montage virtuel. Et donc il y a des personnes qui ont dû quitter cette profession parce qu'ils se retrouvaient pas dans le nouveau métier qui était assez différent. Enfin, voilà. Donc derrière, il y a des ensembles de dispositifs qui sont créés. Sur la formation artistique, ce qu'on peut se constater, c'est que les artistes et les techniciens ont accès aux mêmes droits, ont accès via le même niveau de cotisation derrière. Alors, on est toujours en tension sur les formations artistiques, parce que derrière se posent aussi des questions de parcours, parce qu'on a quand même un certain nombre d'artistes qui... tous ne sont pas des stars, si vous voulez ce que je veux dire. On a quand même aussi des gens qui ont besoin de se créer des activités supplémentaires, des activités complémentaires à leur métier. On a des gros besoins en termes de demande sur les formations artistiques, mais bon, aujourd'hui, on arrive aussi à répartir les budgets en fonction de ces deux populations, et je pense que globalement, il y a un accès qui aujourd'hui est satisfaisant et pérenne. En quoi n'êtes-vous pas d'accord? Ben oui. Non, peut-être qu'on a un désaccord sur la part de l'emploi permanent dans le champ de l'audiovisuel, mais si vous voulez, on ne va pas confronter les chiffres aujourd'hui. Pour répondre à votre question, demain vous aurez Christiane Bredesson et Chris Ludor, on a vu ça, qui vous parleront vraiment du système de formation continue non, pas du tout, mais on l'a vu sur la porte d'entrée. Oui. Et on a un système qui est performant, qui est reconnu comme tel, qui est vraiment bien foutu. Mais nous, on est très inquiets sur la formation initiale. Il y a 15 jours, on était à Porte de Versailles sur le Salon de l'éducation, grâce à l'ONICEP, et on a parlé aux familles et aux jeunes des métiers de l'audiovisuel. On a eu beaucoup de monde pendant 4 jours. Nos métiers fonctionnent comme des mirages, ça a été dit par Jacques. Les métiers de l'image, tout le monde veut rentrer dans les métiers de l'image. Bon, il y a une attraction irrésistible aujourd'hui dans le monde de la société de l'information. Voilà. Honnêtement, on aimerait avoir simplement la capacité d'expertiser le système de formation initiale. Il est assez simple à résumer. On a 2 écoles publiques gratuites ou quasiment gratuites, mais extrêmement élitistes d'accès, où c'est la FEMIS et Louis Lumière sur les métiers du cinéma, et plus largement de l'audiovisuel quand même. Donc là, si vous êtes un très très bon élève,
bac S et études supérieures et vraiment un très bon élève scolairement parlant, vous avez des chances de rentrer. Si vous êtes moyen, vous avez fait des études littéraires, technologiques ou bac pro, vous n'y rentrerez jamais, quoi. Sauf exception, quasiment jamais. Vous avez très peu d'alternance. On a par exemple un CFA qui est porté par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Vous avez des BTS en alternance, c'est intéressant, montage, chargé de production, son, etc. Mais ça, c'est très peu sur l'ensemble du territoire. On est allé récemment en Bretagne pour essayer de voir si c'était opportun de créer une option BTS montage, post-production. C'est l'Es-Neuvin, lycée de l'Es-Neuvin, parce qu'il n'y a rien en Bretagne là-dessus. Mais si vous voulez, globalement, sur tout le territoire, la formation en alternance, c'est peanuts. Voilà. Donc, deuxième système. Et le troisième système, et ça, c'est le maquis. Alors, qu'on n'arrive pas à... Il ne s'agit pas de diaboliser les écoles privées, parce qu'il y a des très bonnes formations. Mais si vous voulez, les écoles privées, et nous, quand on parle au président, au directeur des écoles privées, on leur dit, mais arrêtez de faire de la pub. Arrêtez d'être dans les salons, simplement. Mais faites-nous, et nous, on est prêts à trouver le prestataire et le faire avec eux, faites-nous une étude sérieuse de ce que deviennent les promotions de vos jeunes qui ont fait telle formation, telle formation, telle formation. Et je vous assure que là, on n'a pas d'informations. Si vous pouviez nous aider, ne serait-ce que en traitant cette question, en indiquant qu'on n'a pas d'informations. Alors, ce qu'on sait, on a vu lors du salon. D'abord, nous, on avait un tout petit stand très sympa, mais eux, ils ont des très beaux stands, hyper attractifs. Ils ont les t-shirts et tout. Et c'est quand même 20 000 euros les 3 ans. Hein. C'est 6 à 7 000 euros l'année. Bon, si la formation est bonne, de qualité et débouche, super. Mais si vous voulez, là, il y a quand même un système d'attirance, d'attraction des jeunes qui est, à mon avis, tout à fait excessif. Donc, si vous voulez, on n'a pas la philosophie malthusienne de dire il faut tout bloquer à l'entrée. Alors, évidemment, c'est trop facile. Et les jeunes, ils font quoi, hein, c'est bouché partout. Mais quand même, il y a quelque chose de malsain, si vous voulez, c'est que finalement, les jeunes qui ne sont pas des bons élèves ou qui ne peuvent pas aller dans les dispositifs en alternance parce qu'il y en a très peu, ils sont obligés d'aller au mieux à l'université, mais avec les aléas qu'on connaît. Et quand ils se disent, ben non, l'université ne va pas déboucher, je vais payer. Si je peux payer, je vais dans une école privée. Et vous allez voir que, bon, par exemple, il y a une de ces écoles, on l'a dans notre... je ne donnerai pas le nom, évidemment, ici, mais on l'a dans notre... Non, je ne peux pas. On l'a dans notre collimateur parce que c'est vraiment des gens pas honnêtes, qui n'ont aucun sens de l'intérêt général. Et, mais vraiment, hein. Si vous êtes... Vous avez un sens de l'intérêt général. Si. Oui. Mais non, mais c'est pour vous donner un exemple. Voilà. C'est pour vous donner un exemple. Et on sait que ce sont vraiment des gens pas bien, pas sérieux. Et par contre, ils ont plutôt pignon sur rue. Ils attirent énormément de monde. Vous voyez, et ce qu'on sait, c'est par exemple, ils font croire que les gens vont travailler dans le cinéma. En réalité, on sait à peu près, de manière pragmatique, qu'ils travaillent quand ils travaillent dans l'audiovisuel, mais très rarement dans le cinéma, par exemple. Vous voyez. Donc il y a tout un truc. Les métiers du cinéma, venez chez nous, 6 000 euros, 7 000 euros par an. Si on pouvait trouver les moyens, parce que nous, on n'a pas les moyens humains ni financiers de réaliser ces études, et déjà, il faudrait l'autorisation des directions. Hein, franchement, moi, je serais à la tête d'une de ces écoles, je le ferai. Si je suis sérieux dans mon école, je le ferai. Et je montrerai qu'effectivement, peut-être tout le monde ne débouche pas. Et je vous assure, nous, on le voit en permanence. La colonne, elle est débouchée, parce qu'ils font des études. Débouchée, et vous avez intermittent partout. Sur ce point, nous, Alors, je voulais juste rajouter un petit point, oui, étant Jacques président, voilà, prééminence. Vous voyez, les erreurs. Et ça tourne tous les combien? C'est quoi la... Non, je voulais juste rajouter pour revenir au propos de Claude Michel, on a un vrai problème aujourd'hui sur un certain nombre d'établissements, et ça c'est vrai, puisqu'on a beaucoup d'établissements qui ont des titres d'établissements qui n'ont aucune inscription au répertoire des certifications professionnelles, c'est pas des diplômes nationaux. Enfin, derrière, nous, le conseil qu'on peut donner quand on est sur des stands comme on l'a été à l'ONICEP, c'est raccrochez-vous au niveau des jeunes sur des diplômes nationaux, sur des diplômes qui existent, des diplômes qui sont certifiés, et ne croyez pas non plus la promesse qu'on peut vous donner sur un simple bout de papier qu'on peut vous donner en écrivant diplôme dessus. C'est tout.
Alors, je voulais aborder le point de la formation par rapport à l'emploi, parce que le thème de la commission, c'est quand même l'emploi, mais il y a un lien très, 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 très fort, effectivement, entre la formation initiale et l'emploi, puisque ces jeunes vont venir, entre guillemets, le terme n'est pas beau, mais alimenter aussi, vont devenir des futurs professionnels pour certains. Donc c'est un réel enjeu qu'on traite effectivement dans la commission. La première chose que je voulais dire, c'est le RNCP. D'expérience sur les dossiers qu'on a consultés, sur lesquels on a mis un avis à la Commission nationale des certifications professionnelles. C'est mon avis que je vous donne, mais il est étayé par 6 ans d'expérience RNCP. Le RNCP n'est pas un gage de qualité de la formation. Le registre national des certifications professionnelles. C'est-à-dire que je suis par exemple une école privée, j'ai un certificat d'école et je souhaite devenir un titre professionnel reconnu au niveau national parce que ça me permettra en tant qu'organisme privé d'avoir accès à certains types de financements, notamment les financements liés à la taxe d'apprentissage. C'est pas rien. On a aujourd'hui des dossiers, donc des titres RNCP qui tant dans l'enseignement, dans le corps enseignant, dans la pédagogie, dans les débouchés, ne sont pas à la hauteur. Donc nous, on donne des avis consultatifs, on n'est pas décisionnaire. Alors je ne sais pas si c'est lié avec la création en 2007 de l'AERS, parce que les dossiers, c'est l'agence d'évaluation de la recherche, enfin c'est sur toutes les universités, des formations universitaires et de la recherche, des labos de recherche, mais ça s'étend aussi aux écoles qui sont sous tutelle de l'État, ou alors aux écoles publiques type FEMIS, etc., dont on a parlé tout à l'heure. Elle a été créée sous le gouvernement Sarkozy en 2007, l'AERS, et depuis, les dossiers RNCP ont été, si vous voulez, diminués dans le contenu demandé pour obtenir une inscription et donc passer d'un certificat d'école à un titre et d'être reconnu et d'avoir accès à des financements. Donc c'est des vrais problèmes parce que du coup, je vais le dire crûment, mais il suffit de rentrer dans certaines cases pour pouvoir être inscrit sur le registre national, mais ça donne accès à des financements derrière. Donc ça, c'est grave. Il y a des financements publics, entre autres. Donc ça, c'est la première chose, et on pourrait en parler. Bon, voilà. La deuxième chose, c'est, je pense, effectivement, qu'on a un renforcement à avoir, nous, en tant que CPNE. Alors peut-être que les pouvoirs publics peuvent nous aider avec les lycées pour les BTS, publics ou sous contrat avec l'État. C'est le cas du lycée de Nesnevin, par exemple. On doit aussi avoir, on en a très peu parlé, un lien plus fort avec les universités. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de licences professionnelles et beaucoup de masters. Je parle en connaissance de cause. J'ai passé longtemps sur les bancs de l'université. J'y suis encore en tant que chargée d'enseignement. Et je travaille beaucoup avec les professeurs et les maîtres de conférences sur ces sujets-là. Il y a un réel travail de fond à faire sur la formation universitaire dans le cinéma et l'audiovisuel. Je parlais encore très récemment avec Paris 3, avec la Sorbonne Nouvelle, qui historiquement est l'une des premières universités à avoir créé ces formations jusqu'au doctorat, etc. Il y a un réel travail de fond. On n'y arrive pas au niveau de la CPNE. Je ne sais pas comment on peut procéder. Je pense qu'un jour on y arrivera, et notamment le développement des formations en alternance sur les licences professionnelles pour arrêter l'hémorragie des stages. Voilà, parce que ça c'est un enjeu dont on n'a pas parlé, mais c'est un véritable problème. L'apprentissage est freiné certes par l'intermittence, le CDD d'usage, on pourrait revenir là-dessus, mais on voit se développer pléthore et pléthore de stages. Et Encadré, vous m'en parlez, on s'est battu là-dessus quand même. Un mot, personne n'a répondu là. Oui ou non, EDEC, ADEC, GPEC? EDEC, non, parce que on est, par rapport à l'autre commission que vous avez auditionnée, on est beaucoup plus jeunes, nous on est des enfants de 8 ans. Et on n'a pas... Oui, tout à fait, pas tout à fait encore. Et on n'est pas rentré dans ce type de dispositif. On a par contre, comme le fait le spectacle vivant, on a multiplié les contrats d'objectifs emploi-formation avec les différentes régions. Et on travaille beaucoup en ce moment avec la région Rhône-Alpes et la région Île-de-France. On voudrait travailler mieux avec PACA, etc., etc. Et sur la GPEC, ce qu'on a tenté pour l'instant n'est pas probant. Voilà. Ah, on va en parler, madame. Absolument. Par rapport à la grande différence vis-à-vis du spectacle vivant, qui a un ADEC très fort et sur l'intégralité du territoire, on s'est vraiment focalisé sur des actions ciblées sur des secteurs. Par exemple, il y a une contractualisation qui a été faite pour les industries techniques sur la plateforme des industries techniques.
Il y a des choses qui sont faites avec le Rhône-Alpes sur l'alternance, il y a des choses qui sont faites avec un certain nombre de régions, et c'est vrai qu'on essaye de cibler à chaque fois les... Les actions sont forcément avec une région ou non? Il y a soit secteur, soit... Si, c'est très... D'accord, ouais, c'est intéressant. Effectivement, c'est très lié à des régions, parce qu'il y a des financements aussi régionaux qui existent, et derrière, ce sont des choses... voilà. Si vous le permettez, donc on va passer la parole à Monsieur Rogemont et peut-être ensuite à notre collègue Robillard. Donc Marcel Rogemont et Denis Robillard. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je reviens sur la formation initiale. D'ailleurs, pour vos collègues précédents, c'était la même chose. Sur comment, et vous avez abordé le sujet largement, et donc je vais poser ma question un peu différemment. Est-ce que vous avez des idées pour avoir un meilleur contrôle de ces formations initiales? Et si vous aviez des idées, ce serait très intéressant de les envoyer à la commission, de façon à ce que nous en faisions notre miel, hein, parce que effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Claude Michel tout à l'heure sur un certain nombre de formations, j'en connais certaines, que je trouve navrantes, hein, et même universitaires, enfin, je veux dire, hein, parce que c'est pas parce que c'est universitaire, on finit par penser que c'est pour assurer non pas la formation, mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire, quoi, hein. Bon, donc à un moment donné, ce genre de question doit se poser. Donc, est-ce que vous avez une évaluation, malgré tout, même au doigt mouillé, du sorti, quoi, de ces formations de façon générale? Est-ce qu'il y a une classification potentielle à faire? Comment? Et est-ce qu'il y a des critères qui peuvent être développés, etc.? Parce que je suis d'accord avec la préoccupation que vous avez évoquée sur, moi je pense aux familles, quoi, hein, qui embarquent des sommes importantes, parce que là vous parlez des frais d'entrée, puis après ça coûte encore, hein, parce que c'est pas simplement les frais d'entrée, hein, c'est le matériel, il faut que j'achète ceci, cela, machin, etc. C'est des sommes considérables considérables, des sommes significatives, quoi, hein, qui sont engagées par des familles pour des issues faibles. Donc c'est un peu ça qui m'intéresse, parce que je trouve que plus encore que sur les formations artistiques, là, il y a un vrai problème financier, quoi. Un élément de réponse, hein, que j'ai tenté de vous donner, c'est déjà développer d'autres dispositifs. C'est pour ça que nous, on croit à l'apprentissage pour les métiers de l'audiovisuel. Et on pense que si on arrive à développer des groupements d'employeurs, s'il y a une volonté de mutualisation, on va petit à petit y arriver. Parce que c'est tellement peu ce qu'on fait dans ce domaine-là. Parce que vous voyez, les formations via l'apprentissage, elles sont évidemment beaucoup moins chères et elles permettent tout de suite d'être dans l'entreprise, donc d'activer la logique de réseau, comme ce sont des métiers de réseau. C'est déjà un pied dans le monde du travail et c'est tout à fait intéressant. Bon, ça c'est un début de la réponse. Mais notre ambition, mais nos moyens avec 2 salariés permanents, ce qui est déjà pas mal pour une CPNEF, mais pas plus, et nos moyens financiers et humains, pour l'instant, ne nous ont pas permis de faire ce qu'on voulait faire. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? On ne peut pas, on nous a demandé au début, on a vu tous les directeurs d'école qui voulaient qu'on donne un label, vous voyez, en disant, venez nous voir, on vous invite à déjeuner, on vous visiter, regardez comme on est beau. Bon, nous on a dit, si on rentre, et ça c'est 2004, 2004-2005, on s'est dit, si on rentre dans cette logique de label, d'abord on n'aura pas les moyens de suivre le label. Le label que vous allez donner à l'instant T plus 1, T plus 10, on ne sait plus ce que ça vaut. Donc on n'est pas dans la logique de label. Alors, on a pensé, mais c'est vrai qu'on l'a fait insuffisamment, on a pensé donner de l'information, j'appelle ça une information d'intérêt général. Par exemple, telle formation, quel est son coût? Quelle est la durée des cours? Quels sont les intervenants? Vous voyez, des informations d'ordre général déjà, parce que pour les familles et les jeunes, c'est un véritable maquis. Oui, absolument. Voilà, exactement. Et déjà, si on arrivait à faire ça un jour, ça serait déjà assez formidable. On a des éléments sur notre site, mais pas suffisamment. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait qu'on arrive à faire en sorte que, eh bien, on puisse faire des études vraiment indépendantes sur le suivi. Nous, on croit beaucoup à cette idée de suivi des anciens étudiants, des anciens élèves, quoi. Ça, c'est vraiment important, quoi. Alors, avant Denis, Monsieur Aubert. Moi, je pense,
un petit peu crûment aussi que vis-à-vis de la CNCP et du RNCP, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'envoyer un avis circonstancié de nos commissions, partagé par les employeurs et les salariés, sur l'évaluation d'une formation et de ne pas en être suivi et de voir après que la formation elle est agréée alors que nous, on avait chaudement recommandé qu'elle ne le soit pas. Donc là, véritablement, je pense qu'il y a un point institutionnel à creuser. Alors après, c'est pas possible dans toutes les branches parce que dans toutes les branches ne sont pas notées de CPNEF. Mais je pense que derrière, au moins, il y aura une vision de la profession sur un ensemble de diplômes qui se créent et ça serait quelque chose de très positif. Après, il y a une autre action dont je voulais vous parler. On a contribué à un moment, on a aidé aussi à la création de réseaux d'écoles. Il y en a un par exemple qui existe dans le cinéma d'animation qui s'appelle le réseau des écoles de cinéma d'animation, RECA. Enfin voilà, ils ont un titre voilà, qui est comme ça. Et où en fait un ensemble d'écoles, alors j'en sais plus le nombre exact aujourd'hui, 21, merci Claude, donc qui sont des écoles privées, qui sont des écoles consulaires, qui sont des écoles dépendantes de l'État, qui sont des universités, qui sont des établissements dépendants de l'éducation nationale, se sont retrouvés autour de valeurs, autour d'une charte qui conduit en fait à dire, bah, nous on pense qu'au niveau de l'ADN des écoles dans le cinéma d'animation, il faut respecter tel engagement, et qui ont fait un effort de transparence sur leur coût de formation, sur la durée de formation et sur les intervenants. Ça... Non, mais 21 par rapport au secteur d'animation. Alors après, elles ont des effectifs très divers les unes des autres, mais il faut bien penser aussi que voilà, il faut bien penser aussi que c'est un secteur où il y a beaucoup de professionnels français qui partent à l'étranger, que c'est un... Voilà, complètement. Complètement. Donc c'est vrai que c'est un secteur très dynamique et où derrière la notion de la formation initiale est très très importante puisque ça rejaillit sur le dynamisme de la production et sur l'export et sur notre capacité, nous, à France, à créer et avoir des succès sur quand même des secteurs qui, en cinéma d'animation, c'est largement préempté par les États-Unis. Madame Trocmé, oui. Je vais juste compléter les propos de Jacques. Je vais juste les compléter sur le Allez-y. RNCP. J'insiste lourdement là-dessus, mais parce que je pense que là, il y a un moyen d'action clair et structurant. Au niveau de la CPNE, comme l'a dit effectivement Claude, l'a redit Jacques, nous, on n'a pas souhaité faire de label. On vous a expliqué pourquoi je ne veux pas revenir là-dessus. Par contre, nous avions en interne établi un certain nombre de critères par rapport aux organismes de formation et au cursus. Le seul critère de l'insertion professionnelle étant à nos yeux insuffisant. Donc nous avions fait un pléthore de critères qui, avec des coefficients on va dire, de variables suivant le type de formation et les métiers visés. Il faut absolument que l'inscription au RNCP retrouve entre guillemets ses lettres de noblesse et son efficacité. C'est primordial. C'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas. Et puis effectivement, peut-être trouver le moyen de travailler avec des réseaux, comme l'a dit Jacques, les réseaux d'écoles reconnus par la profession et qui donnent, comme l'a dit Claude, une lisibilité pour le grand public et notamment pour les jeunes et les familles. Et encore une fois, travailler sur les licences professionnelles et les masters qui constituent quand même, en termes de quantité d'étudiants, on va dire, le lieu de formation le plus développé en termes de quantité, c'est les facs. C'est dans les licences professionnelles de cinéma d'audiovisuel et dans les masters que vous trouvez le plus de monde, pas dans les écoles privées, pour les raisons qu'on connaît d'ailleurs, hein, des raisons de financement. Et c'est là aussi que vous trouvez la diversité, et notamment la diversité sociale. Et on en parle très largement dans notre commission aujourd'hui. On a un réel problème d'accès à nos métiers, à la diversité sociale. Ce sont les métiers artistiques et il est primordial que la diversité sociale ait accès à nos métiers. Et la diversité sociale, on la trouve à l'université. Voilà. Université. Ouais. Si vous voulez, on s'est rendu compte, alors là, le constat est assez largement partagé, que, je le disais tout à l'heure, finalement, les gens qui viennent dans les métiers de l'audiovisuel, beaucoup ont un profil scientifique au départ. Et ça vous savez, la dérive des BTS et des DUT, c'est général. Hein. Maintenant, alors c'était pas conçu comme ça à l'origine, maintenant on prend des bacs S avec mention, et souvent, et même chez nous, on a un CFA paritaire, on a notre conseil d'administration demain matin,
c'est à l'INA, j'en parlais tout à l'heure. Et moi, en tant que président de ce truc-là, je me bats pour qu'on essaye d'ouvrir les recrutements. Et les gens de l'INA me disent, attendez, nous, on a une formation super, taux de réussite 95%, taux de débouché 100%. Pourquoi vous voulez qu'on change? Mais réellement. Et donc, je me bats avec le directeur de la formation à l'INA pour dire, mais faites un effort. Et la région nous aide là-dessus. Dans le COM, la région a demandé à l'INA de faire un effort sur la diversité. Et là, on est avec une autre région sur l'idée d'une école d'accès au cinéma, au métier du cinéma, à quelques métiers du cinéma, pour des jeunes issus de toutes les diversités. Parce qu'on s'est rendu compte que même pour des raisons esthétiques, finalement, on a peut-être un début de formatage du cinéma français, parce que les jeunes sont tous passés par le même moule. Et si vous avez des parcours très différents, les littéraires sont quasiment exclus, c'est pas faux. Bien. Alors, la question de notre ami Denis Robillard. Vous avez en partie déjà répondu, parce que c'était effectivement sur ces questions-là. Simplement, ce que je ne me rends pas compte, c'est quelle est la visibilité du marché, quels sont les besoins. Et puis même sur ce que vous nous avez dit, vous nous avez donné le nombre de formations de plus de 400 heures, mais est-ce que vous avez l'information sur le nombre de diplômés qui sortent et qu'on puisse regarder s'il y a une adéquation comme ça à la louche, puisqu'après je pense que le marché est très segmenté. Puis après ma deuxième question, pour ne pas avoir à me redonner la parole, c'est on a l'impression d'avoir une offre une offre excédentaire, une offre de mauvaise qualité, ou si j'ai bien compris, on a la limite, pour une offre dont une partie a de la mauvaise qualité se trouve à la limite de l'escroquerie. L'autre étant de bonne qualité. Parce qu'après tout, la formation dont vous avez parlé en dernier de l'INA, elle est quand même de très haute qualité, même s'il n'y a pas la diversité sociale, et c'est quand même important qu'il y ait une offre, qu'il y ait une formation de très haute qualité. Il est impossible, Jean-Patrick Gilles, à passer certaines heures, on ne le tient plus. Bon. Et puis bon, la dernière question, c'est que s'il y a un excédent et puis un problème partiel de qualité, est-ce qu'il y a des manques aussi dans la formation? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas couverts? Vous avez montré que l'argentique était mort, et puis tout l'effort de reconversion que vous avez fait, est-ce que dans le numérique, il y a ce qu'il faut? Donc, il peut y avoir un excédent global et puis des insuffisances ponctuelles. Est-ce que ça existe? Michel, alors, donc, oui. Madame Trocnay, qui connecte bien son micro, Madame Trocnay, voilà. Oui, il y a des métiers qui n'ont pas de formation. Jacques en a parlé tout à l'heure, Jacques Aubert, le métier de machiniste, c'est le cas. En plus, vous savez que les cartes professionnelles ont été abrogées pour les métiers du cinéma, donc le fait en plus de ne pas avoir le fait en plus de ne pas avoir formation en termes du passage du métier à la profession. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a plus la même reconnaissance. Donc c'est pour ça qu'on travaille sur des CQP, un certificat de qualification professionnelle. C'était le cas pour l'animateur radio. On a le machiniste, on a le régisseur aussi. Il y a des formations régisseurs, mais spectacle vivant, ça n'a strictement rien à voir. Ce sont pas les mêmes métiers, c'est des faux amis, c'est le même nom, mais c'est pas les mêmes métiers au cinéma et au spectacle vivant pour les régisseurs. Donc oui, il y a des manques. Sur les techniques numériques, on a fait une étude très poussée pour savoir si les techniques numériques aujourd'hui étaient bien inclus dans les programmes de formation initiale et continue. Ça l'est, c'est plutôt satisfaisant. Et cette étude-là nous a donné aussi la possibilité, on l'a déjà dit, mais avec le ministère de l'Éducation nationale, de refaire le référentiel d'activité et compétences du BTS audiovisuel, et donc d'inclure à l'intérieur du BTS audiovisuel l'informatique et les réseaux, primordial pour le numérique. Sachant qu'on s'est grandement interrogé, on n'a toujours pas la réponse, et je pense que c'est peut-être un sujet qu'on va réaborder prochainement avec l'Éducation nationale, sur la possibilité d'envisager un BTS entre guillemets en 3 ans, ça serait plus un BTS, mais en tout cas de poursuivre une année supplémentaire compte tenu je dirais, de la montée en puissance des compétences que suscite le numérique sur les techniques informatiques et réseaux, puisque les professionnels du cinéma et de l'audiovisuel n'ont pas l'intention de laisser ces métiers, je dirais, à l'informatique pure et dure. Voilà. Sur la première partie de votre question, je reviens sur Pôle emploi. Il y a 3 ans, on est allé voir Pôle emploi, spectacle d'ailleurs, qui voulait passer une convention avec nous.
On a eu le feu vert du directeur général de Pôle emploi pour avoir à peu près toutes les stats. Notre idée était assez simple. On a dit, il y a eu une conflictualité autour des intermittents pendant des années. Pourquoi ne mettrions-nous pas en place un observatoire des métiers qui s'exercent par la voie de l'intermittence? Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des métiers types. D'ailleurs, ils nous ont demandé une liste de métiers. Voilà, on a donné les métiers et on a dit voilà, ça serait bien mois après mois d'avoir un observatoire parce qu'on sait peu de choses sur l'adéquation formation, emploi, métier en tension ou pas. On sait peu de choses. Et donc notre idée n'était pas stupide a priori, elle est même a priori presque évidente. Si on avait cet observatoire un jour, mois après mois, sur les différents métiers, les principaux métiers de l'audiovisuel ou du spectacle vivant, on pourrait avoir un suivi, vous voyez, de cohortes sur plusieurs mois, plusieurs années, et on aurait des informations extrêmement précises. Pôle emploi nous a dit, oui, on est d'accord, on vous donne les chiffres. Et je vous assure, c'est prodigieux. On a tous les échanges de courrier. 3 ans après, on n'a rien. On a des chiffres, mais en masse. On a des chiffres Pôle emploi, mais en masse. C'est un peu faux de dire qu'on n'a pas de chiffres, Claude. On a des chiffres, mais en masse. En tout cas, on n'a pas les chiffres, effectivement, qu'on a demandé avec des entrées métiers. Nous, on a pris la liste des annexes 8 et 10, on a mis des métiers en face, et on va avoir des chiffres par rapport aux métiers. C'est ça qui est important. On n'arrive pas à avoir des données métiers par Pôle emploi, alors qu'ils ont tout ce qu'il faut au niveau des fichiers. C'est entrer informatiquement pour pouvoir nous sortir des données précises par groupe métier. C'est là où ça va devenir intéressant. Si vous nous donnez les cadres, les longs cadres, les techniciens et les artistes, c'est pas parlant. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Voilà. Avec les volumes d'heures, entre autres. Le mot de la fin, M. Aubert, alors. Oui, c'était... Ben oui. Faut pas l'oublier. Non, sur les aspects de formation et de manque sur les diplômes, on constate, on a peu de manque sur les fonctions importantes de l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque dans les métiers sur les formations de réalisateurs, par exemple. Vous allez en trouver plein, machin. Là. Par contre, dès qu'on attaque sur des métiers beaucoup plus, entre guillemets, besogneux de nos secteurs, là, on se retrouve vis-à-vis d'un désert absolu et c'est toute la logique qu'on essaye de développer avec la création des CQP. Hein, donc ça, c'est véritablement un point important de notre commission. Après, c'est vrai que sur les aspects de prospective d'emploi, de savoir l'audiovisuel, c'est combien de recrutement à moyen terme, je suis aujourd'hui dans l'absolue incapacité de vous le dire. Et c'est vrai que statistiquement, on n'est pas du tout appareillé pour avoir cette prospective sur ce secteur. Sur le site de Pôle emploi, il y a les chiffres précis, il y a même spectacle vivant audiovisuel, mais en masse. On a les masses. Mais dès que vous voulez savoir, par exemple, les gens qui sont indemnisables ou pas, le turnover, les taux de sortie par métier, on ne peut pas le savoir. C'est pourtant une information qui serait utile. Hein. Et ben voilà. Mais on refuse de nous laisser observer. Eh bien, merci de votre participation ce soir. On vous souhaite une bonne soirée. Ah, bah ouais.